La biodiversité, c'est un terme qui a maintenant une petite trentaine d'années, qui a été popularisé au début des années 90 et qui a en quelque sorte deux définitions, un emploi, on va dire, plutôt médiatique et populaire, et un emploi un peu plus technique et scientifique. Dans la langue des médias, la biodiversité, c'est quasiment un synonyme de la nature, ça désigne l'ensemble, en quelque sorte, des êtres vivants dans leur diversité. Au sens scientifique, la biodiversité, elle est en fait à plusieurs niveaux. Il y a ce niveau de la diversité des espèces, par exemple la biodiversité d'un lieu, vous allez prendre, je ne sais pas, ça peut être un parc urbain comme un continent entier, combien on a d'espèces de différents groupes sur cet espace. Mais la biodiversité va aussi inclure au sein de chaque espèce leur diversité génétique, à la fois combien il va y avoir de sous-espèces, de sous-populations, de formes particulières, et simplement de variations génétiques, parfois complètement invisibles, au sein de chaque espèce. Et au-dessus de l'échelon de l'espèce, on a aussi la diversité, cette fois-ci, à la fois des écosystèmes et des interactions entre ces espèces. Le hotspot de biodiversité en France, c'est le zoo de Vincennes. C'est là qu'il y a le plus d'espèces. Mais évidemment, il y a très peu de représentants de chaque espèce, donc très peu de diversité génétique, et au-dessus, très peu de diversité fonctionnelle, puisque ces espèces mangent tous simplement ce qu'on leur apporte, et de diversité écologique. Donc évidemment, au sens scientifique, aucun zoo n'est un hotspot de biodiversité en France, et ce sera plutôt certaines forêts très, très bien protégées. C'est moins quelque chose qui a un rôle que quelque chose qui est là, la biodiversité. Un écosystème avec plus de biodiversité sera beaucoup plus résistant aux perturbations, par exemple. Imaginez une forêt naturelle d'épicéas et une forêt plantée d'épicéas pour faire du sapin de Noël. Vos sapins de Noël, souvent, c'est des clones qui appartiennent tous, même si ce n'est pas des clones, ils appartiennent tous à un certain idéotype, qui a une certaine lignée qui a été artificiellement sélectionnée. Et donc cette lignée a les mêmes propriétés. S'il y a un coup de froid, comme on a eu il n'y a pas longtemps, ou inversement un coup de chaud, si votre lignée, elle supporte pas le chaud, ils vont tous mourir. Dans une forêt qui a plus de diversité, là on parle de diversité génétique, et bien évidemment, certains individus vont mourir parce qu'ils sont sensibles au chaud, mais d'autres vont résister parce qu'eux ne sont pas sensibles. Ça, c'est l'avantage de la diversité génétique. Ça marche pareil après à l'échelle des espèces. Quand on a une bonne diversité d'espèces, eh bien certaines espèces peuvent souffrir de certaines perturbations et les autres seront là pour prendre le relais. C'est la métaphore qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En gros, si vous avez qu'une seule, si un service essentiel repose sur une seule espèce, vous êtes très très fragile. Vous êtes une table qui a un seul pied. Ça ne dure pas longtemps une table qui a un seul pied. Donc plus on a de diversité, et la diversité c'est autant de chances de résister à certaines menaces. Et vous voyez, la résistance à la chaleur par exemple, c'est extrêmement important. La forêt, c'est un écosystème qui est dominé par deux choses importantes. Tout d'abord, la plus évidente, c'est les arbres. Et autre composante qui n'est pas moins essentielle, c'est le sol forestier. Les forêts ont un sol très très particulier. Donc une forêt, évidemment une forêt monospécifique, où il n'y a qu'une seule espèce qui domine tout, c'est une forêt qui est extrêmement fragile. C'est ce qu'on voit avec les forêts qui sont plantées de manière un peu industrielle. Quand vous voyez ça souvent sur les bords d'autoroute, des plantations alignées comme ça. Souvent, comme je dis, c'est des clones. Ça, évidemment, s'il y en a un qui tombe malade, il est sûr de refiler la maladie à tous les autres et vous perdez toute l'exploitation. Une forêt qui est diversifiée en termes d'essence, mais aussi en termes d'âge et en termes génétiques, eh bien évidemment, elle va être beaucoup plus résistante à ce genre de phénomène. Vous avez un arbre qui va tomber malade, qui va peut-être mourir, mais comme il est entouré d'arbres qui ne sont pas de la même espèce, eh bien la maladie ou le pathogène va avoir beaucoup plus de mal à se propager, à retrouver d'autres individus de la même espèce, et donc ça va limiter cette propagation. On a un impact par nos agissements sur la nature, par exemple dans l'agriculture, mais aussi foresterie. Et là, le paradigme industriel depuis Taylor, c'est toujours l'idée de la standardisation.
hein. On standardise, ça permet de simplifier les processus, de réduire les coûts, etc. Pour la nature, ça ne marche pas du tout comme ça. Parce que quand on standardise, on fragilise. Et donc l'agriculture et la foresterie ont tendu à s'aligner sur ce modèle industriel et à faire ce qu'on connaît, les grands champs de maïs. En Amérique, il y a des champs de plusieurs kilomètres carrés en un seul champ, où tous vos pieds de maïs sont des clones stériles avec exactement le même génotype. Ça, c'est extrêmement fragile, parce qu'évidemment, un pathogène qui va bénéficier de ce génotype va pouvoir faire des ravages et vous ruiner tout votre champ. Ça marche de la même manière pour les plantations d'arbres, et c'est la grande différence entre une forêt et une plantation d'arbres. Visuellement, ça peut ressembler, et fonctionnellement, c'est pas du tout la même chose. Et on voit ça beaucoup en France. On a pas mal de pathogènes qui, du coup, vont trouver une forêt où il y a des milliers de clones d'un individu sur lequel eux sont particulièrement efficaces. Alors, ce pathogène, pour lui, c'est la fête, c'est le paradis. Et donc, il va pouvoir faire des ravages. Et sachant que la forêt, la plantation, si elle est peu biodiverse, il y a aussi moins de chances qu'elle abrite des prédateurs de ce pathogène, donc c'est encore mieux. Et à partir de là, votre pathogène peut proliférer autant qu'il veut et ruiner une forêt entière. L'homme, il doit, vous comme moi, il doit manger, il doit se vêtir, il doit se nourrir. Donc à un moment, il faut qu'on plante des choses. On n'a pas tellement le choix. Faut qu'on interagisse donc avec la végétation. Mais ce qu'on remarque, c'est que ce paradigme industriel appliqué à la foresterie et à l'agriculture a des limites et surtout des grandes fragilités. Et on voit chaque année, il y a des catastrophes agricoles. Et donc, s'appuyer justement sur la biodiversité permettrait d'avoir une agriculture et une foresterie qui seraient plus durables, qui serait plus résistante et qui serait plus résiliente. Donc c'est ça vraiment l'objectif à atteindre pour de plus en plus être dans l'entretien d'une vraie forêt, qui soit plus simplement une plantation d'arbres, mais une vraie forêt qui a une fonctionnalité de forêt, ce qui en plus permet d'avoir des arbres en meilleure santé, donc de meilleure qualité. Alors, ça complexifie un peu les processus, mais on peut s'y retrouver économiquement. Et donc, c'est vraiment ça le but, c'est que la gestion forestière soit une vraie gestion forestière et pas une agriculture industrielle du bois. C'est ça vraiment le paradigme qu'il faut remplacer.